Voilà, bonjour tout le monde. On va parler un petit peu des zones d'entraînement. Donc voilà, comment définir vos zones d'entraînement. On va tenter de répondre aux questions. Pourquoi différentes zones? Quelles zones? Quel type de zone? Comment trouver ces zones d'entraînement? Évidemment, pourquoi ce choix de zone d'entraînement? Alors, le but, c'est de rester le plus simple possible. On va pas essayer de faire un cours universitaire, hein. Par contre, je vais essayer de pas me perdre dans les précisions. Le but, voilà, c'est que vous compreniez vraiment ce qu'il y a à comprendre et que vous puissiez surtout le mettre en pratique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de mettre toutes ces choses dont on va parler en pratique. Donc, je vais commencer par un petit exposé. J'ai préparé un petit diaporama. Allez, on est parti. Donc voilà, définir vos zones d'entraînement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Pourquoi différentes zones, quelles zones, trouver ces zones, pourquoi ce choix de zone. Euh, Hop, bah la première chose en fait, c'est que quand on s'entraîne, le but c'est de se préparer à endurer la distance en triathlon. On veut que le corps s'adapte à la durée et à l'intensité de l'épreuve. Donc on va s'entraîner de manière spécifique à ce type d'épreuve. On s'entraîne spécifiquement à l'activité triathlon, mais aussi spécifiquement à la durée, à la distance ou à l'intensité de l'épreuve. Pour moi, c'est pareil, sachant que la durée, elle va dépendre de la distance, et l'intensité va effectivement dépendre de la durée. Donc voilà, on s'entraîne de manière spécifique, donc dans la durée et l'intensité. En triathlon, il y a différentes épreuves, on s'entraîne pas de la même intensité. Si on prépare un S, c'est une distance qui est courte, même très courte, souvent 1 heure à peu près en moyenne, ou si on prépare un triathlon beaucoup plus long, un Ironman, là il faut compter entre 9 heures et 16 heures aussi en moyenne. Donc voilà, donc on s'entraîne dans une zone d'intensité spécifique correspondant à la durée de l'exercice ou à la durée en fait de l'épreuve. Donc rapidement voilà, on peut déjà définir plusieurs zones d'entraînement par rapport en fait à la durée de l'épreuve. La durée va donner l'intensité. Donc la zone 5, ce sera une zone en fait qui est assez intense pour des triathlons XS et S. Une durée de 10 minutes à 1 heure d'effort sur ce type d'épreuve où on va donner le maximum. Ensuite, la zone inférieure, ce sera la zone 4 pour des triathlons encore assez courts, voire moyenne distance pour le M, qui auront des durées de 1 heure à 3 heures d'effort. Encore une intensité inférieure, ce sera la zone 3. Ce sera pour des triathlons longs cette fois-ci, donc triathlon L ou Alpha Ironman. J'ai noté ici HIM. Pensez bien, voilà, HIM, Alpha Ironman. Donc là, ce sera des durées de 3 heures à 5 heures en moyenne. Ensuite, encore une intensité un petit peu plus basse pour des épreuves encore un peu plus longues. Ce sera pour les triathlons XL et XXL ou Ironman, donc je le note IM. Et cette fois-ci, les durées, ce sera entre 5 heures et 15 heures. J'ai donné une fourchette horaire, hein. Après, voilà, on peut essayer de déborder, on n'est pas à l'heure près. Et on aura une dernière zone, en fait. C'est une zone encore inférieure. Alors celle-ci, elle va pas nous servir à l'entraînement, mais comme zone de travail spécifique, mais elle va nous servir évidemment dans notre entraînement, lors de l'échauffement et lors de la récupération. On doit être progressif dans notre séance. Voilà. Et écoutez, déjà, j'ai déjà défini 5 zones. Donc je pense que si vous avez déjà ces 5 zones-là, si vous avez retenu déjà un petit peu à quoi ça correspond, si vous avez retenu, pareil, quand vous vous représentez, voilà, je suis en zone 3, ouais, c'est à peu près l'allure que je dois tenir sur un Alpha Ironman. Moi, je le donne souvent, voilà, vous êtes sur la piste, je vous en écoutez courir aujourd'hui en zone 3, je vous vois courir sur la piste, ok, il y a peut-être 1 km à faire en zone 3, mais il faut vous rappeler qu'il faut représenter qu'il y a 90 km qui ont été faits avant vélo, 1 km 9 qui ont été faits aussi avant le vélo, et là on part sur un semi-marathon, 21 km. Donc, si vous déjà vous représentez cette distance-là, cette durée-là, ça vous donne déjà un ordre d'idée en fait sur l'intensité et la zone de travail qu'on va devoir utiliser. Voilà, j'ai fini. J'espère que tout le monde a suivi. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard, tant pis pour vous, hein. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Non. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant, mais déjà, voilà. On a la base. Déjà, on repart, on a déjà quelque chose. Je pense que ça, c'est assez facile à comprendre. Maintenant, en fait, on va définir différentes
zones un petit peu plus précisément. Et on va voir qu'il n'y a pas que 5 zones, il y en a 6, voire même 7 de zones de travail. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne en triathlon, si on s'entraîne tout le temps, en fait, à la même allure, à la même intensité, au début on progresse, et puis à un moment donné on stagne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit changer un petit peu son type d'entraînement. Et du coup, j'en arrive à une question. Si je m'entraîne de manière plus intense, mes muscles seront plus forts, je serai plus rapide? Alors la réponse, on a envie de dire oui, mais on a envie de dire non. Ça dépend. Ça dépend. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans les explications, un petit peu plus dans la théorie. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Allez, on est parti. J'espère que pour l'instant, j'ai perdu personne. Hein. Non? Il y en a qui sont déjà perdus ou pas? Bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Voilà, physiologie de l'effort. Donc là, j'ai pris 2 photos de 2 cyclistes. Hein. Donc cyclisme, hein, c'est le même sport. On en voit un à gauche, là, c'est Fortsman, pour ceux qui connaissent. Cycliste sur piste. Des épreuves très courtes. 30 secondes, voire 2-3 minutes d'effort au maximum. Et de l'autre côté, à droite, c'est Bradley Wiggins. Donc c'est des épreuves longues, voire très longues. Hein, vainqueur du Tour de France. On voit son maillot jaune ici à côté, là. Donc voilà. Eux, ils sont dans le même sport, mais ils sont pas du tout dans le même type d'épreuve. Et on peut voir qu'en fait, leurs muscles, ils sont complètement différents. Pourquoi? On va l'expliquer. On va reprendre un petit peu l'anatomie d'un muscle. Un muscle qui est ici, donc il est accroché à l'os par le tendon. Il est composé de faisceaux, fibres musculaires, et de fibres musculaires qu'on voit ici. Les fibres musculaires, il en existe plusieurs types. Ah, donc là je suis un petit peu... je vois que c'est bon, ça suit toujours là par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure. Bon, c'est parfait. Donc on va continuer. Vous allez voir que là, tout doucement, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a deux grands types de fibres musculaires qui existent. Hein. Je dis 2 grands types parce que en fait, on verra peut-être une prochaine fois qu'il y en existe plusieurs, mais il y a vraiment 2 grands types. Il y a les fibres de type 1 et les fibres de type 2. Les fibres de type 1, elles ont une contraction lente, mais une bonne résistance à la fatigue. C'est les fibres qu'on voit ici en bas à gauche, là, qui sont toutes rouges, parce qu'elles sont chargées, en fait, de myoglobine. Hein, et la myoglobine, en fait, elle va transporter l'oxygène aux muscles. En fait, elles vont utiliser un processus aérobie. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont travailler avec l'oxygène et elles vont utiliser des sucres et des graisses pour pouvoir se contracter et donc produire un effort sur des efforts longs mais peu intenses. Deuxième type de fibre, c'est les fibres de type 2. Alors c'est plutôt celles que vous voyez ici à droite sur la photo, plutôt des fibres de type blanche. Elles ont une contraction rapide, elles se fatiguent vite. Pour se contracter, elles ont un processus anaérobie. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas utiliser l'oxygène, mais elles vont utiliser majoritairement des sucres. Elles sont faites pour des efforts courts et intenses. Donc voilà, on a nos 2 cyclistes. Vous avez vu, ouais, il y en a un, il a des fibres musculaires plutôt de type 2, qui ont tendance en fait à augmenter leur volume en fonction de leur entraînement, et du coup produire des muscles beaucoup plus volumineux. Et vous avez le cycliste qui est plus endurant, qui a des fibres de type 1. Alors évidemment, en fonction de l'effort et de l'entraînement, on va plutôt développer des fibres de type 1 ou développer des fibres de type 2. Et vous voyez que pour produire de l'énergie, pour la contraction musculaire, il y a différents processus, aérobie, anaérobie. On va voir du coup là assez rapidement quand même. Hein. Encore une fois, j'espère que j'ai perdu personne pour ce petit détail des fibres musculaires. On va voir là ici les filières énergétiques. Alors les filières énergétiques, pardon. Voilà, vous avez un petit tableau. Alors pareil, encore une fois, on va essayer de rester simple. On va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir que au cours du temps, au cours de la durée de l'effort,
On utilise différentes filières pour produire de l'énergie pour cette contraction musculaire. La dépense énergétique, elle est ici. Je dépense beaucoup d'énergie pour une contraction musculaire forte. Fibre de type ici 2, comme on a vu tout à l'heure, plutôt ATP-CP. On va continuer ensuite, pareil, toujours en fibre de type 2, mais vous voyez, plus sur un autre type de filière. Toujours anaérobie, mais toujours ici avec du sucre. Puis ensuite, on va arriver sur une filière aérobie, avec plutôt les sucres, glycolyse et les graisses, la lipolyse. Moi, ce que je vais garder, en fait, c'est ça. C'est que donc on va dire 0 secondes, moi je dis 10 secondes souvent, jusque 2-3 minutes. En fait, on va être dans une filière vraiment rapide. Nous, 3 minutes, on s'en sert assez peu en triathlon, d'accord? Donc on va pas trop s'en soucier, mais peut-être qu'elle va intervenir quand même de temps en temps. Donc quand est-ce qu'on va la voir en triathlon? Quand est-ce qu'on va la voir en triathlon? La vitesse, bah c'est à l'arrivée. Là, il y a ici Vincent Louis qui vient de gagner l'étape de Coupe du Monde là, à Valence devant Alistair Brownlee, hein, quand même double champion olympique là. Bah ouais, en fait la vitesse, elle intervient quand même donc à l'arrivée au sprint. Elle peut intervenir également au départ en cas de départ un petit peu groupé. Quand est-ce qu'elle peut intervenir également? C'est en vélo. En vélo, quand on est en course avec drafting, en peloton, bah, on est amené des fois à devoir faire le trou. Quand on essaie de faire le trou, bah, on essaie de donner le maximum. On se fait un gros sprint pour vraiment essayer de distancier un petit peu toutes les autres personnes qui sont derrière nous. Donc là, la vitesse, bah, elle va être importante. Ça peut être le contraire, ça peut être nous, on est dans le groupe derrière, et puis en fait, il y en a un qui s'échappe et on veut le rattraper. Donc voilà. Donc là, la vitesse, ben, ouais, c'est quand même une zone de travail. C'est quand même une zone de travail en triathlon. Même si elle n'est pas privilégiée, c'est quand même une zone de travail à pas oublier. Ensuite, ben, on va arriver, donc si on revient en fait sur notre petite diapo sur les filières énergétiques, donc je vais refaire un petit retour en arrière, vous voyez que ben, on arrive à un point où là, la filière aérobie, on va dire l'endurance pour nous, elle est très importante. Là, c'est plutôt, on va dire, la vitesse, la puissance qui est plus importante. Alors, on a un petit peu de la chance en physiologie, parce que si on augmente progressivement notre effort, voilà, on l'a ici. Si on augmente progressivement notre effort, donc là ici c'est un test à allure progressive, à puissance même progressive, on augmente tout doucement, et on voit en fait que notre consommation d'oxygène pour produire notre contraction, elle va augmenter progressivement. Elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, elle atteint un plateau. C'est-à-dire qu'on a atteint notre intensité maximale aérobie, notre puissance maximale aérobie. Notre consommation d'oxygène est maximale. La consommation d'oxygène maximale, ça se note ici VO2 max. Vous avez déjà entendu parler, bah ça, c'est la consommation maximale d'oxygène. C'est-à-dire que le processus aérobie, il est arrivé au maximum. Donc on parle de puissance maximale aérobie. Pourquoi? Bah en vélo, en fait, on a une puissance, vous avez ici, hein, 75, voilà, notre cycliste ici, il arrive à peu près à 350 watts. Il a atteint sa puissance maximale aérobie. En course à pied, on ne va pas parler de puissance, enfin, ou alors pas encore, on va dire, bien que les capteurs de puissance arrivent tout doucement sur le marché en course à pied, mais on va plutôt parler de vitesse. Donc là, on parlera de vitesse maximale aérobie, la VMA. Sachant que la puissance maximale aérobie, les abréviations, ce sera la PMA. Voilà. On continue encore dans notre filière énergétique et on voit que bah, tout doucement, là ici, on arrive à un état à peu près stable. On arrive à un état à peu près stable vers à peu près 1 heure. Voilà, en fait, la glycolyse anaérobie, elle diminue complètement. On arrive quasiment, voilà, en aérobie presque complète. Ça augmente tout doucement, l'anaérobie augmente tout doucement. Ce que vous voyez, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les 3 filières énergétiques, donc nous, c'est les 2 principales, elles se chevauchent. Là, ici, on est plutôt
en puissance maximale aérobie, et tout doucement, on va arriver à ce qu'on appelle un seuil. Voilà. On parle ici de seuil. Vous voyez que là, il y a une certaine stabilité, puis en fait, là, ça va augmenter nettement. D'accord? Donc, on a un premier seuil. Ce seuil, nous, en tant que triathlète, on va le définir de manière simple comme un seuil fonctionnel. On va pas aller chercher en fait toutes les données scientifiques sur le seuil anaérobie, sur le seuil ventilatoire, etc. Pourquoi? Parce que nous sur le terrain en fait, on n'a pas ce masque en fait à disposition pour tout le monde. On n'a pas cette prise de sang pour savoir un petit peu ce qui se passe au niveau du sang et savoir si on a passé un certain seuil de lactate, si la VO2 elle est plus importante, le quotient respiratoire. Non, on va rester simple. Seuil fonctionnel. Le seuil fonctionnel, c'est quoi? C'est l'intensité maximale, je vais remettre le diaporama, c'est l'intensité maximale que l'on peut tenir sur 1 heure. Je pense que cette définition, elle est assez simple. Si on la retient, on est bon. En vélo, le seuil fonctionnel, on entend parler aussi de FTP. C'est ça en fait. Functional Threshold Power. La puissance au seuil fonctionnel. Moi, je vais plutôt parler de puissance critique en français. En course à pied, encore une fois, on parle de vitesse. Donc, on va parler de vitesse critique. En natation, on va parler aussi de vitesse critique, mais vous pouvez voir aussi CSS pour Critical Swim Speed, vitesse critique en anglais. Ok? Donc voilà. Encore une fois, ici, pour simplifier, on va dire que ce seuil anaérobie, ou ce SV2, ce seuil ventilatoire 2, il est confondu avec notre seuil fonctionnel. En vérité, ça dépend de l'entraînement de chacun. Parfois, il peut être au-dessus, parfois, il peut être en dessous. Encore une fois, nous, on va rester simple, on va rester sur ce seuil fonctionnel. Voilà. Donc, j'espère que, encore une fois, là, tout le monde a suivi un petit peu tout ça. Cette vitesse, cette notion de vitesse, cette notion de vitesse, je disais, cette notion de puissance maximale aérobie, cette notion de VMA en VO2 max et ce seuil en fait fonctionnel. Ça représente en fait trois zones différentes qui sont assez importantes, qu'on va pas mal travailler en entraînement, qui nous permettent d'augmenter en fait l'intensité pour justement progresser en triathlon. Comment on établit ce seuil fonctionnel? La manière la plus simple, c'est effectivement de faire un test sur 1 heure. Vous prenez votre vélo, boum, un endroit où il n'y a personne, 1 heure à bloc. Ou alors sur Home Trainer, on est en forme, allez on se tape 1 heure à bloc. Et là, en fait, on a de puissance au seuil, notre FTP. Le seuil fonctionnel, où est-ce qu'il est situé? En fait, ça va être entre la zone 4 et la zone 5. Ce que je vais noter souvent, Z4, Z5. D'accord? Notre seuil fonctionnel, il est là. C'est-à-dire que, pareil, on va le voir tout à l'heure, la Z4, ça va être sous le seuil. La Z5, ça va être au-dessus du seuil. Mais, je vais vous demander, des fois, de travailler en Z4, Z5. Là, en fait, il faudra cibler votre seuil, que ce soit en vélo ou que ce soit, en fait, en course à pied. D'accord? Pour l'instant, natation, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. J'espère que si je l'oublie, vous me ferez penser. Mais il y a quand même une bonne chose, c'est que moi, en fait, ces zones-là, c'est moi qui les définis. C'est moi qui fais ce choix, en fait, de définir ces zones-là. On peut retrouver différentes zones pour d'autres entraînements, pour d'autres applications. Je pense à Garmin Connect notamment. Je pense à Zwift aussi également. Faut savoir que sur Zwift, le seuil, c'est effectivement la zone 4. Mais il y a aussi d'autres tests qui nous permettent d'éviter, entre guillemets, de se faire un test de 1 heure à bloc. Pourquoi? Parce que 1 heure à bloc, c'est compliqué. 1 heure à bloc, c'est éprouvant et ça laisse des traces. Donc, voilà. Au niveau du seuil fonctionnel, on peut utiliser d'autres tests, notamment un test de 30 minutes. Donc là, c'est 30 minutes à bloc. Mais on estime que quand on fait 1 heure, on va perdre 5%. D'accord? Du coup, on déduit en fait 5% de puissance sur ce test de 30 minutes. Donc vous prenez votre puissance moyenne sur 30 minutes,
vous enlevez 5% et vous aurez en fait du coup votre seuil, votre puissance au seuil sur 1 heure. Il y a un autre type de test aussi qu'on peut faire. C'est un test sur 5 minutes à bloc, ensuite 20 minutes pareil à bloc, entrecoupé de 10 minutes de récupération. Et là en fait, vous prenez votre moyenne des 20 minutes et vous enlevez aussi 5%. Et là, c'est pareil, vous obtiendrez votre FTP, votre seuil sur 1 heure. Ça, c'est en vélo. En course à pied, on va plutôt utiliser un test sur 45 minutes que 1 heure. Parce qu'en fait, on estime qu'il y a plus de fatigue musculaire. Donc le seuil il est un petit peu plus bas. D'accord? On le tient un petit peu moins longtemps. Pour les meilleurs, ce sera 1 heure. Pour nous, ce sera plutôt dans les 45 minutes. On peut aussi utiliser un test sur 10 km. Et on peut utiliser aussi un test sur 5 minutes et 20 minutes. Alors là, en fait, c'est pas un 5 plus 20, c'est bien un premier test de 5 minutes et un deuxième test de 20 minutes. D'accord? Ça, en fait, ce test-là, c'est le test qu'on fait généralement, justement, au club, hein, la piste. Donc souvent, c'est le premier mardi, on fait un test de 5 minutes. Le deuxième mardi, on va faire un test de 20 minutes. À partir de ces deux tests, on va calculer leur rapport, en fait, calculer en fait la pente, calculer un petit peu la décroissance de vitesse pour connaître votre vitesse critique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Souvent, ce qu'on fait, c'est que j'ai vos résultats sur 5, j'ai vos résultats sur 20, je les rentre dans mon tableau, et ensuite sur le tableau est partagé, vous avez vos performances sur 5 et sur 20, et votre vitesse critique associée. D'accord? Ça c'est pour la course à pied. Pour la natation, justement la natation c'est un peu différent. Et justement, effectivement, la natation, il y a plus de groupes musculaires engagés, donc souvent l'épreuve, en fait, la durée de l'effort, elle est plus, on va dire, elle tient moins longtemps, d'accord, on se fatigue plus vite. On fait plutôt un test sur 1500 mètres, voire 1000 mètres, ou également deux tests, un petit peu comme le 5 et le 20, mais sur 200 et sur 400. Alors, personnellement, en fait, au sein du club de triathlon, j'avais fait ces tests sur 200, sur 400, et aussi également sur le club de natation. Et c'est là que c'est intéressant de comparer un petit peu le terrain et la théorie. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que sur le 200 et le 400, pour nous, triathlètes, pas forcément entraînés, qui manquons un peu d'entraînement, comme tu l'as dit, Gilda, il y a très peu de différence de vitesse. Très très peu, et du coup en fait la vitesse critique elle est complètement erronée, parce que nous ce qui va nous limiter en fait c'est ou souvent en fait la partie musculaire, on monte un peu de muscle spécifique à la natation, ou, et ça c'est le plus souvent, la technique. Comme on a une mauvaise technique, et en fait on consomme plus d'énergie, et du coup on tient moins longtemps. D'accord? Voilà un petit peu pour ce seuil. Du coup on va revenir un petit peu sur tout ça. Voilà, sur nos zones. Donc, on a rajouté du coup la zone 7. La zone 7, c'est la vitesse max, vous vous souvenez, le sprint, l'arrivée, le départ en natation, l'échappée en vélo. Donc, pour des efforts de 10 secondes à 3 minutes. Voilà, 10 secondes à 3 minutes. Ensuite, donc, on avait notre zone 6. Vous vous souvenez, la VMA, vitesse maximale aérobie, ou PMA, puissance maximale aérobie, lorsqu'on atteint notre consommation maximale d'oxygène, la VO2 max. Donc là, c'est plus pour des efforts de 3 minutes à 10 minutes. Et ensuite, on retrouve en fait un petit peu nos zones de tout à l'heure. La zone 5, triathlon XS et S. Donc je l'appelle aussi sub-seuil, supérieur au seuil. Donc juste au-dessus des 1 heure. Entre 10 minutes et 1 heure. Toujours notre zone 4, triathlon S et M. Là, je l'ai appelé sub-seuil, un petit peu en dessous du seuil, de 1 heure à 3 heures. Et ensuite, pareil, toujours notre zone 3, tempo. Notre zone 2, qui va être endurance aérobie. C'est là où, en fait, justement, l'aérobie est prédominant. Et notre zone 1, toujours pareil, échauffement-récupération, qui est, on va dire, définie comme facile, souple. Voilà pour nos zones. Donc, rapidement, avant qu'il y ait 12 000 questions, ok, on les avait définies, mais alors comment on les définit?
Voilà, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment calculer ces zones d'entraînement. Alors, comment les calculer? On va prendre zone par zone. D'accord. Donc, zone 7. Allez, je vous remets le diaporama. Voilà, zone 7, vitesse max. C'est simple en fait. C'est l'intensité maximale, donc la vitesse maximale sur l'intervalle. La consigne que je donne, c'est à fond, c'est un sprint, c'est à bloc. Il n'y a pas à réfléchir en fait. Ah, JB nous a rejoint, salut JB. Donc vitesse maximale, la puissance, bah, c'est le max. Pareil, en course à pied, la vitesse, c'est le maximum aussi. D'accord? Fréquence cardiaque, c'est pas significatif. La fréquence cardiaque, il y faut un temps de latence, il y faut un temps avant qu'elle monte. Du coup, en fait, vous êtes à fond, c'est pas parce que vous êtes à fond sur 2 minutes que vous allez atteindre votre FC max. Votre fréquence cardiaque va augmenter, mais elle n'atteindra pas, je pense, au maximum. Parce que, on le verra juste après. En course à pied, c'est la même chose. Alors, j'ai noté le RPE. Alors, le RPE, c'est quoi? En fait, c'est une échelle d'effort. Ça veut dire Rate Perceivable Exhaustion. Donc, c'est une échelle, en fait, de la perception de l'effort. Et, en fait, sur la zone 7, on va la noter à 10 sur 10. C'est un effort maximum. Alors, je reviens sur une petite question de haut. Là, FTP, il faut un capteur de puissance avec juste un compteur, un capteur de cadence, c'est pas possible. Alors, oui, pour la puissance, il faut effectivement un capteur de puissance. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, bah, on va le voir tout à l'heure. La seule, en fait, outil que vous pouvez avoir pour le vélo, bah, c'est plutôt un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque. Et voilà. Avec juste un compteur et un capteur de cadence, on peut faire une estimation, mais clairement, non, on ne sera pas assez précis et on va pas pouvoir l'utiliser. D'accord? Autant en intérieur, oui, notamment par exemple, encore une fois, sur des applications d'home trainer, parce que bah, il n'y a pas tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les résistances à l'avancement, l'aérodynamisme qui rentre en compte. Mais sur route, bah, il y a tout ce type de paramètres qui rentrent en compte et qui rendent l'estimation de la puissance beaucoup plus difficile. Donc voilà, donc pour la zone 7, donc à fond, très simple. Ensuite, ben, on passe du coup à la zone inférieure, ce qui est la zone 6. Donc zone 6, VMA, PMA, on l'a vu, on atteint VO2 max. Alors, puissance, vitesse, en fait, elles correspondent à quoi? Ben, elles correspondent ou à 100% de sa PMA, ou 120% de son seuil. D'accord? Si on part du seuil, nous, on a tendance à partir du seuil pour estimer les puissances et les vitesses. Elles correspondent à 120% du seuil. En course à pied, on est plus sur du 112% du seuil. D'accord? Normalement, sur les fréquences cardiaques, ben, il faut le temps de les laisser monter, mais normalement, si on est au maximum de sa zone, en durée, on atteint la fréquence cardiaque maximale, que ce soit en vélo ou en course à pied. Le RPE, l'échelle d'effort, elle est entre 8 et 9. Donc, on atteint sa VO2 max avec un test d'effort à allure progressive pour avoir sa VMA et sa PMA. Ça, c'est si on a un laboratoire. Comme on l'a vu, on mesure en fait les échanges gazeux, le lactate, et on peut en fait estimer, enfin avoir même précisément sa VMA ou sa PMA. Alors, je réponds du coup à une petite question de JB. Le seuil, c'est égal à FTP. Oui, le seuil fonctionnel qu'on a mis tout à l'heure, c'est égal à la FTP. Alors, il y a une autre question de Marco, du coup je m'arrête. Est-ce qu'avoir toutes ces données ne risque pas de nous faire oublier la sensation? Bah justement, c'est pour ça que là, tu vois, je le mets sur l'échelle d'effort. Donc peut-être que vous ne l'avez pas encore là. Sur l'échelle d'effort, bah, là on a le RPE. Donc 10, 8 à 9, bah effectivement, c'est important de travailler la sensation. Alors je reviens rapidement. Ah, bonsoir Fabien. Je viens rapidement du coup sur la VMA et la PMA. Moi, un test simple que je fais, c'est que la VMA et la PMA, elle se tient entre 3 et 10 minutes en gros. Pour faire une estimation, ben, on peut se permettre, et d'ailleurs on le fait, de faire un test de 5 minutes. On va faire un test de 5 minutes à intensité maximale. Le but,
l'allure la plus régulière possible. Et là, on peut avoir une estimation de la VMA, donc en course à pied. Pareil en vélo. Quand je fais mon test de 5 minutes à bloc, et c'est pour ça que le test de 5 minutes à bloc plus 20, il est intéressant parce que on arrive à calculer et la PMA et après le seuil. C'est pour ça que ce test-là est intéressant. Donc en course à pied, ouais, pareil aussi, quand je vous fais du 5 et du 20, ben, on arrive à calculer et la VMA et la vitesse critique. Et ce qui est intéressant aussi ensuite de calculer, c'est en fonction de votre VMA, où est votre seuil critique. En fonction de votre seuil critique, où est votre VMA. Et on peut avoir le rapport. Est-ce que vous êtes plutôt un athlète puissant ou un athlète endurant? D'accord? Ça, c'est pareil. Normalement, dans le tableau que je vous donne, ben, en fait, je l'indique. D'accord? Alors, on parlait des sensations tout à l'heure. Je voulais rapidement dire un petit truc aussi également sur... oui, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais pareil, là, pourquoi je fais un test de 5 minutes? Ben, encore une fois, il s'inscrit en fait dans le test pour le seuil fonctionnel. C'est pour ça que je le fais. Après, je pourrais faire aussi, comme on faisait sur les années précédentes, un test à allure croissante. Un test à allure croissante pour établir la VMA. C'est ce qu'on faisait il y a quelques années. Hein. C'est ce que j'ai fait aussi également au début. Après, on est là pour expérimenter, pour progresser un petit peu, et au fur et à mesure, on se rend compte de différentes choses. Hein. Moi, je vous évalue quasiment toute l'année, et puis en fait, voilà, j'essaie d'optimiser un petit peu l'entraînement. Hein. Je me pose différentes questions sur l'entraînement et sur comment vous réussissez à l'entraînement. Et quand on établit en fait un test VMA à allure croissante, on peut s'apercevoir que ce qui se passe, c'est que des fois votre VMA elle est surestimée. Votre VMA elle est surestimée, pourquoi? Parce que on ne mesure pas en fait la VO2 avec le masque. En fait, on atteint l'arrêt de l'effort. Mais ce qui peut se passer, alors c'est dommage parce que j'ai pas notamment mes données personnelles, mais ce qu'on voit bien en fait sur un vrai graphique, c'est que on peut atteindre un plateau de VO2, donc on est à notre puissance maximale aérobie, mais on peut continuer encore, du coup, à courir, continuer encore de remplir un palier, voire 2 paliers, voire même 3 paliers, alors qu'en fait, on n'est plus en aérobie, en fait. On n'est plus en aérobie maximale, en fait, on est déjà plus en anaérobie. Et c'est pour ça que je préfère partir d'un test sur 5 minutes qui me donne une idée de votre VMA, voilà, plutôt que faire un test à allure croissante. Sachant aussi également une deuxième chose, c'est que nous, on est des triathlètes. Notre temps d'effort, il est 2 heures, voire même 2h30, 3 heures, souvent sur du M, voire même plutôt 10 heures, 12 heures, voire 15 heures sur l'Ironman. Et établir la VMA, qui est une intensité sur 5 minutes, c'est très éloigné en fait. C'est même trop éloigné de nos allures réelles d'entraînement, de nos allures spécifiques et de nos distances en triathlon. C'est pour ça qu'on préfère s'intéresser justement à ce seuil fonctionnel. Il faut savoir aussi, encore une chose, c'est que quand on prend 2 athlètes avec la même VMA, donc ils ont le même potentiel, mais on peut s'apercevoir que déjà sur un 10 km, qui est une durée assez courte, 30, 40, 45 minutes, il y a déjà des différences. Parce que, effectivement, l'indice d'endurance, ce seuil anaérobie, ce seuil ventilatoire, ce seuil fonctionnel, il est déjà différent. Et du coup, c'est pour ça que on va plutôt se baser sur ce seuil, s'intéresser à ce seuil fonctionnel, plutôt qu'à la VMA ou la PMA. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup sur le terrain, à la piste notamment, ils me disent alors j'ai combien de VMA, et je leur dis non, on s'intéresse plutôt à la vitesse critique. Alors effectivement, beaucoup avaient l'habitude de s'entraîner tout le temps à la VMA, de prendre des pourcentages à la VMA, etc. Et effectivement, ça leur modifie un petit peu dans leur schéma habituel, mais bon, écoutez, faut s'habituer, faut s'adapter, et vous allez voir que, justement, en fait, ce sera beaucoup plus intéressant dans votre entraînement et dans votre calcul de zone d'entraînement. Vous serez beaucoup plus précis et vous arriverez beaucoup mieux, en fait, à évaluer sur des distances longues, notamment en triathlon, en fait, vos performances qui sont possibles de faire.
Voilà du coup un petit peu sur la VMA-PMA, donc la zone 6. Donc je passe à la suite du coup, zone 5, la zone en dessous. Donc là, ben, effectivement, c'est la zone qui est juste au-dessus du seuil. Alors, je peux vous demander de travailler zone 4, zone 5. Je peux vous demander de travailler aussi juste zone 5. Ça dépend un petit peu de l'intervalle de l'effort. Mais la zone 5, du coup, elle va se situer en vélo de 100 à 120% du seuil. Et en course à pied de 100 à 112% du seuil. D'accord? Le RPE, il va être entre 7 et 8. Et là, on a une notion de fréquence cardiaque. Alors j'ai mis FCC pour fréquence cardiaque critique. C'est-à-dire que si on n'a pas, comme disait Aude tout à l'heure, un capteur de puissance, on peut, lors de notre test à puissance critique ou à vitesse critique, notre test de 30 ou de 45 minutes ou de 1 heure, établir en fait notre fréquence cardiaque critique. Et notre fréquence cardiaque critique, c'est notre fréquence cardiaque qui va être au seuil, c'est une fréquence qui reste à peu près stable. En fait, on a atteint pareil un plateau. Et en fait, la fréquence cardiaque, elle est à peu près stable. D'accord? Et cette fréquence cardiaque-là, en fait, on va la récupérer pour lui donner le nom de fréquence cardiaque critique. Et à partir de là, on va calculer des pourcentages, justement, qu'on va redonner sur différentes zones. Alors, ce sera plus pour moi des zones inférieures à la puissance critique. Pour les zones supérieures, pour moi, c'est un petit peu moins précis. Mais donc là, en fait, on sera entre 100 et 110% de la fréquence critique en vélo. Et pareil, en course à pied, 100 à 110%. Ensuite, du coup, ben, tout simplement la zone 4, donc subseuil. Donc là, on est entre 90 et 100% du seuil. En course à pied, ben, pareil, les différences sont un petit peu moins importantes. On est entre 95 et 100% du seuil. Pour la fréquence cardiaque, pareil, de 95 à 100%. Et en course à pied, aussi également la même chose. En RPE, sur l'échelle d'effort, on est entre 6 et 7. Encore une fois, n'oubliez pas zone 4, zone 5 et Z4, Z5 quand on travaille spécifiquement au seuil. D'accord? Le RPE, il est à 6,7 pour la zone 4, il est à 7,8 pour la zone 5. Donc, on lui donne une valeur de 7 pour le seuil. Voilà donc pour la zone 4. Ensuite, on arrive sur la zone 3. La zone 3, en fait, c'est la zone tempo. En fait, cette zone-là, pour moi, c'est une zone qu'on va peu travailler. Pourquoi? Parce que c'est une zone un petit peu hybride. C'est une zone qui est entre le seuil, là où en fait on va vraiment réellement augmenter nos performances en courant à cette allure-là. Et elle est aussi un petit peu au-dessus d'un autre seuil qu'on verra peut-être par la suite, le seuil aérobie. Alors je vais peut-être pas en parler tout de suite pour pas vous perdre, mais on va dire qu'elle est un petit peu au-dessus de la zone d'endurance, là où en fait, pareil, il y a beaucoup de transformations qui nous permettent d'être beaucoup plus performants en endurance et notamment sur les triathlons. Pour moi, cette zone 3, en fait, elle est importante quand? En fait, elle est importante pour travailler spécifiquement un triathlon L ou un triathlon Alpha Ironman. Je vais quand même la définir. Après, ce qu'on peut observer, c'est que cette zone-là, justement, elle est souvent utilisée en priorité par les triathlètes. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui reste facile, mais c'est une zone qui me donne l'impression de déjà forcer un petit peu. D'accord? Et c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée par les triathlètes. Donc voilà, on voit intensité, l'effort, RPE, 4 à 5. Voilà. C'est ni trop facile, ni trop dur. Donc, ouais, on se dit, allez, c'est pas mal, et puis on fait tout à cette allure-là. Si vous préparez un Alpha Ironman, un L, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, si vous entraînez tout le temps à cette allure-là, sachez que, peut-être que si vous voulez optimiser l'entraînement, c'est peut-être mieux de s'entraîner un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Et là, en fait, toutes ces heures d'entraînement, elles seront beaucoup plus profitables. D'accord? Donc, on va quand même la définir.
Zone 3, la puissance vélo, elle est entre 75% et 90%. Et la zone en course à pied, elle se situe plus entre 88% et 95%. Donc je rappelle, 75 à 90% du seuil de la FTP, de la puissance en vélo, et 88 à 95% de la vitesse qu'on a calculée, de la vitesse critique, en course à pied. Au niveau de la fréquence cardiaque, on est plutôt entre 90 et 95%, que ce soit en vélo ou en course à pied. Et donc le RPE, il est 4 à 5. D'accord. Alors, une petite chose, c'est que pour des athlètes qui sont très entraînés, la fréquence cardiaque, elle va être la même. Alors attendez, deux petites questions là. Je regarde, tu nous donneras les slides. Oui, je vous donnerai, je l'ai dit tout à l'heure parce que JP est arrivé un petit peu en retard là. Je vous donnerai tout à l'heure, je vous donnerai par la suite, je vous ferai un tableau récapitulatif avec un petit peu surtout toutes ces différentes zones et tous ces pourcentages si ça vous intéresse dans tous les cas. Mais c'est surtout en fait pour vous avoir un tableau qui vous permet de calculer vos zones. C'est ça qui sera plus important en fonction des tests que vous avez fait. Donc, on verra un petit peu par la suite. Est-ce qu'on fera les tests ensemble? Est-ce que vous ferez les tests de votre côté? Et est-ce que justement vous m'amènerez vos données et on les traitera ensemble, à voir un petit peu par la suite. D'accord? Ça, il y a pas de souci là-dessus. Ça c'est pour les slides du coup. Et il y avait une autre question. Il y aura un replay, j'espère. Ouais. Bah ouais, écoutez, normalement j'ai enregistré la vidéo donc je pourrais la remettre. J'espère en tout cas qu'elle sera remise. Alors, on va finir et puis après c'est pareil, si vous avez d'autres questions, je les répondrai, on aura encore un petit peu de temps. Donc voilà pour la zone 3, donc je pense qu'on a défini. On a parlé un petit peu. Oui, j'en étais à parler de la fréquence cardiaque vélo et course à pied. Pour des athlètes qui sont très entraînés, bien entraînés, dans les deux disciplines, la fréquence cardiaque elle est la même. Pour des personnes qui sont meilleures en vélo, en fait la fréquence cardiaque au seuil vélo, elle sera plus importante qu'au seuil course à pied. Pareil pour la fréquence cardiaque maximale. Si vous êtes meilleur en vélo, elle va être meilleure en vélo. Si vous êtes meilleur en course à pied, justement, elle sera meilleure, elle sera plus haute en course à pied. Ça, c'est une petite chose à savoir. Donc moi, je vous conseille quand vous faites les tests, de les faire en vélo et en course à pied, évidemment. Allez, on arrive à la zone 2. On a bientôt fini. Il va bientôt être l'heure. Donc zone 2, zone aérobie, donc pour les triathlons longs. Donc là, on est en puissance entre 55% et 75% de notre seuil, de notre puissance critique. Et en course à pied, entre 78 et 88% de notre seuil, d'accord, de notre vitesse critique. Alors, en vélo, on a 80 et 90% de la fréquence cardiaque critique. En course à pied, on est un tout petit peu plus haut. On est plutôt entre 85 et 90% de la fréquence cardiaque. Là, c'est un effort porté. Et en fait, même si on est en zone d'endurance, on a tendance à augmenter un petit peu plus rapidement en fait notre fréquence cardiaque. C'est pour ça qu'il y a un petit écart entre le vélo et la course à pied. En RPE, donc échelle d'effort, on est entre 2 et 3. Voilà. Donc ça, cette zone-là, c'est une zone très importante. C'est vraiment une zone aérobie, c'est une zone très importante. C'est la zone qu'on va travailler énormément en fait en période générale. On va essayer de vraiment augmenter au maximum notre endurance. Plus vous êtes endurant, et plus en fait vous pourrez aller vite sur des distances encore plus courtes. Ça, c'est important de le savoir. C'est une zone de travail qui est assez importante et qu'on utilise toute l'année. Quand je vous dis un footing Z2 le week-end, c'est important de travailler en footing Z2 et du coup non pas en Z3 ou en Z4 notamment. Ok. Alors, je finis rapidement sur la zone 1, donc zone facile. Donc on est sous 55% du seuil, sous 70% du seuil de la vitesse critique. On est sous 80% de la fréquence cardiaque critique et sous 85% de la fréquence cardiaque critique en course à pied. Le RPE, le 1, c'est facile. D'accord. Donc zone d'échauffement, zone de récupération. Pour moi, il faut vraiment être très très facile. C'est vraiment là où effectivement c'est intéressant de travailler sur le RPE. D'accord. Ouais. J'ai fini en fait de vous donner un petit peu toutes vos zones. Donc le calcul, etc. Donc je vous passerai les slides. J'attends un petit peu vos questions pour y répondre. Alors j'ai vu
que JB mettait sur Garmin FC Max égale 220 moins l'âge. Alors, ouais, ça c'est une formule, mais encore une fois, c'est une formule théorique. 220 moins l'âge, c'est encore une fois une estimation. Ça peut marcher sur certaines personnes, et sur d'autres personnes, ça marche pas du tout. D'accord? Pour moi, le mieux, c'est de faire un test et de se donner 5 minutes à bloc pour avoir le temps d'atteindre sa FC Max. Je trouve ça beaucoup plus parlant ou alors faire un test à l'heure progressive ou à puissance progressive croissante pour aller établir sa FC Max. Alors Gildan, normalement, elles tiennent pas compte de l'âge et du sexe en fait sur les zones Garmin. Hein. Normalement, c'est tes propres zones, peu importe un petit peu ton âge ou ton sexe. Hein. Ouais. Allez, donc j'attends un petit peu vos questions. Et puis pareil, j'attends aussi un petit peu si vous avez d'autres notions que vous allez aborder dans un prochain live. À condition qu'il y ait un petit peu tout ça soit compris. Si vous voulez revenir sur certaines notions, notamment en termes de filière énergétique par exemple, ou si vous voulez revenir un peu plus précisément sur la PMA, la VMA, j'en sais rien, le seuil, quelques autres données. Alors encore une fois, ça c'est un vaste sujet, hein, les zones d'entraînement. Ça m'a réclamé pas mal de temps de travail pour essayer de synthétiser un petit peu tout ça, essayer de rester le plus simple possible, le plus précis possible. Euh, donc voilà, on m'a parlé d'autres notions, notamment la nutrition. Pareil, c'est un très très vaste sujet. Je vais essayer aussi également de faire un petit live dessus pour, dans un premier temps, surtout définir les notions, quoi. Donc voilà, j'attends un petit peu vos questions. Alors, question de Julien. Alors Julien Messelier qui habite Levallois, qui a une question pour nous ce soir. Si la FC Max augmente entre deux tests identiques, est-ce signe de forme ou de fatigue? Alors en fait, si la FC Max augmente entre deux tests identiques, c'est tout simplement que le premier test, il n'était pas à intensité maximale. La FC Max, normalement, elle peut pas augmenter en fait. Elle peut simplement diminuer avec l'âge, mais elle va pas augmenter. D'accord? Donc voilà, réponse à ta question. Si la FC Max est supérieure, ça veut dire que dans ton premier test, l'intensité, elle était pas maximale. Alors, question de Baptiste, style Baba. Comment on peut sortir de sa zone de confort quand on fait des épreuves d'endurance? Oh, attendez. Comment on peut sortir de sa zone de confort? Donc, quand on fait des épreuves d'endurance avec un niveau basique, l'objectif est souvent de finir, donc on peut se mettre en mode sécurité. Pour les tests, il faut se bousculer. Des astuces. Alors, c'est Anne-Sophie, pardon, qui pose cette question-là. Alors, la première chose, tout simplement, c'est de faire des tests courts. À partir du moment où on fait des tests courts, on peut pousser un peu plus d'intensité. Et à partir de ces tests courts, en fait, on va définir un petit peu des zones que tu serais capable de faire sur une plus longue distance si tu as tendance à être, on va dire, plutôt de manière plutôt prudente. Après, on voit aussi certaines fois sur des tests plus longs, 20-30 minutes, que l'intensité elle est déjà importante par rapport aux tests plus courts. Donc ça, c'est aussi à voir. Est-ce que, on l'a vu tout à l'heure, est-ce que tu es plutôt endurante ou est-ce que tu es plutôt puissant? Si tu es plutôt endurante, tendance à être plus cool, effectivement, on va proposer des fractionnés assez courts, comme on fait notamment sur la piste, à travailler la VMA, la PMA. Si tu es plutôt puissant, justement, on va travailler justement sur des allures de seuil. D'accord? Alors, est-ce que passer des mois à travailler une même zone de travail fait progresser? Ou faut-il travailler toutes ces zones en simultané pour allier progression en endurance et progression en vitesse? Très bonne question, Lorraine. Alors oui, effectivement, on l'a vu, si tu travailles tout le temps la même allure, tu vas progresser, puis à un moment donné, tu vas stagner. Il n'y aura plus d'adaptation. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est intéressant de varier, on l'a vu tout à l'heure, les différentes intensités pour pouvoir progresser. Vous avez vu qu'au cours de l'année, généralement, on essaye de varier un petit peu les allures. Moi, j'ai tendance à travailler plutôt au départ sur des intensités courtes, la PMA, VMA, puis ensuite sur du seuil, puis ensuite, surtout au beau jour, où on a des journées plus longues, où il fait meilleur, travailler sur des temps très longs, vraiment de l'endurance. Après, pour moi, l'endurance, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps travailler, toute l'année, parce que c'est vraiment une qualité, en fait, qui met du temps, en fait, à se développer. Autant la PMA, justement, c'est une qualité qu'on va développer assez vite, qui va atteindre un plateau assez vite. Donc, c'est intéressant de la développer et de la travailler sur des cycles courts
Par contre, l'endurance, il faut vraiment s'inscrire sur la durée. Alors, autre question de Aude, enfin une remarque de Aude. Donc, sans faire spécifiquement un test, si en s'entraînant, on observe une fréquence cardiaque qu'on ne dépasse jamais, c'est notre fréquence cardiaque maximale. Bah, j'ai envie de te dire oui, mais après, est-ce que tu as fait des efforts de moins de 5 minutes ou pas, ou de 5 minutes à bloc? C'est ça en fait. C'est-à-dire que si tu as fait que des efforts maximaux qui sont, je sais pas, de 20 minutes ou 30 minutes, bah non, tu n'auras pas atteint ta FC max. Si tu as fait un effort de 2 minutes, pareil à fond, bah non, tu n'auras pas en fait atteint ta FC max parce que ta fréquence cardiaque n'aura pas assez augmenté pour atteindre ta fréquence cardiaque maximale. Alors, Colline a une question. Comment expliquer les écarts de FC certains jours à une même allure? Les jours où le cardio est haut, vaut-il mieux respecter la zone d'allure ou de cardio? Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est important de savoir, c'est qu'est-ce qui fait varier la fréquence cardiaque? Ben, c'est le niveau de forme. Si vous êtes en forme, votre fréquence cardiaque, elle a tendance à être plus basse, parce que pour le même type d'effort, vous êtes plus économique, vous êtes plus en forme. Deux, en fait, c'est les paramètres extérieurs. S'il fait chaud, la fréquence cardiaque a tendance à augmenter. D'accord? Donc si vous êtes fatigué, c'est le contraire que si vous êtes en forme, pareil, ça a tendance aussi à augmenter. Donc il faut prendre en compte aussi un petit peu ces paramètres. D'accord? Vaut-il mieux du coup respecter la zone d'allure ou de cardio? En fait, ça dépend. Est-ce que tu estimes que tu es fatigué aujourd'hui? Moi, personnellement, quand je vous donne des zones, je trouve ça intéressant de travailler au cardio. Après, encore une fois, par rapport à quoi? Est-ce que c'est de la VMA? Dans ce cas-là, le cardio n'est pas là. Est-ce que c'est en fait du seuil? Dans ce cas-là, moi, à la limite, je préfère que tu t'entraînes au seuil, d'accord? Que tu fasses la séance d'aujourd'hui. Si tu sens que tu n'arrives pas au bout de la séance, tu laisses tomber. Si ta fréquence cardiaque elle est au-dessus, tu essayes de quand même finir la séance. Après, par contre, si tu es en endurance, moi je te conseille de plutôt baser sur la fréquence cardiaque, plus que sur l'allure. D'accord? La fréquence cardiaque, c'est la réponse de ton corps en fait à l'effort. Et du coup, peut-être que ton corps, il est peut-être passé au-dessus de. Alors, encore une fois, je rentre dans les détails, mais bref, il est peut-être passé au-dessus de la zone 2, et du coup, tu es plus en zone 3. D'accord? Alors, Emmanuel, redis la différence entre PMA et quoi? EVLA? Et VMA? Alors, PMA, c'est une puissance. Donc, PMA, c'est puissance maximale aérobie, c'est une puissance qui se fait en vélo. Et VMA, du coup, c'est une vitesse maximale aérobie. Du coup, c'est plus en course à pied ou en natation. Alors, encore une question d'Emmanuel. Pourquoi quand je m'entraîne, j'ai une aérobie élevée et presque jamais d'anaérobie? Eh ben, alors du coup, peut-être que tu n'as pas suivi le début, mais j'ai envie de te dire pourquoi? Parce que les efforts en triathlon, ils sont essentiellement aérobie. L'aérobie, en fait, on l'a vu tout à l'heure, hein, le seuil, il est au-delà d'une heure. Au-delà d'une heure, en fait, tu es quasiment tout le temps en aérobie. Donc, oui, tu n'es jamais en anaérobie. Et quand tu es en pure anaérobie, c'est en fait en deçà de 3 minutes d'effort. En deçà de 3 minutes d'effort, tu es essentiellement en anaérobie. Nous, en fait, le but, c'est de développer l'aérobie. Le but, c'est d'être plus endurant. Et non pas, en fait, plus puissant. D'accord? On l'a vu tout à l'heure justement sur le cycliste qui avait des grosses cuisses et le cycliste qui avait des petites cuisses. Ok? Nous, le but c'est pas d'avoir des grosses cuisses. Hein. Si je dis ça à Catherine, elle va pas avoir envie de faire du vélo avec nous. Voilà, écoutez, je vais clore là-dessus ce petit live, hein, donc je vous invite à le suivre en replay, j'espère qu'il sera mis automatiquement, sinon du coup j'enregistrerai la vidéo. Continuez à bien vous entraîner, et encore une fois, soyez raisonnables. Ciao, ciao.